Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. De nombreux combats dans l'Est malgré l'accord de paix avec le Rwanda. Un accord de paix a été signé ce vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Un accord salué par le président Félix Tshisekedi comme un accord prometteur, un accord historique pour l'avenir de la République démocratique du Congo après des dizaines d'années de guerre dans l'est de ce pays. Mais finalement, l'accord aura été, disons-le, l'espoir, du moins suscité par cet accord, commence par s'amenuiser quand on voit que sur le terrain, les combats continuent, surtout avec le groupe rebelle M23 et des groupes d'autodéfense. Le combat continue dans l'est de la République démocratique du Congo malgré l'accord de paix qui est censé mettre fin à ces combats. Cet accord stipule la fin du soutien des États aux groupes armés de part et d'autre pour que revienne la paix dans l'est de la RDC. Mais pour le moment, on semble être loin de cette situation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. On avait espoir qu'à partir du 27, avec la signature de cet accord, finalement, on n'aurait plus de combats et qu'on aborderait une nouvelle phase de la vie dans l'est de la RDC avec le retour des populations, le temps de la paix. Mais finalement, ça n'aura pas été le cas puisque les combats ont repris ce week-end déjà à partir de samedi dans l'est de la RDC. Le M23, pour le moment, ne se sent pas concerné par cet accord puisque justement, le processus de Doha n'est pas encore terminé. Oui, vous savez qu'il y a plusieurs médiations dans cette crise à l'est de la RDC. Il y a une initiative américaine qui est assez pressée, qui met beaucoup de pression. On a vu comment les États-Unis ont mis la pression sur les deux pays pour les amener à signer dans un délai assez court, donc un accord de paix. Et donc, c'est cette première manche-là à laquelle on a assisté donc vendredi dernier à Washington, aux États-Unis, où les autres acteurs de la médiation ont aussi été invités. On a vu le ministre togolais des Affaires étrangères qui représentait le président togolais, qui est le médiateur de l'Union africaine. On a vu aussi les représentants du Qatar qui sont très actifs dans la résolution de cette crise-là. Et donc, c'est un premier accord qui a été signé sous l'égide des États-Unis à Washington. Le président Trump avait promis régler rapidement cette affaire et comme on connaît son style, il a mis la pression sur ses deux partenaires pour signer. Alors, de vendredi à lundi, ça fait que 3 jours et je crois que pratiquement dans la pratique, c'est pratiquement impossible de mettre en exécution un accord qui a été signé à la fin de la semaine, un vendredi, et il y a le week-end. Donc je peux dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'accord est signé, doit être respecté immédiatement, ça ne peut pas être le cas. Maintenant, on ne connaît pas totalement le contenu de cet accord-là, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais selon certaines voix, les groupes armés ne sont pas tellement mentionnés dans cet accord. Il y a le M23 et l'Alliance du fleuve Congo qui ne sont pas mentionnés. Et il y a les milices proches aussi du gouvernement de la RDC qui ne sont pas aussi cités dans cet accord. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, je crois que ce ne sont pas les armées régulières qui se battent, mais plutôt ces deux groupes-là. Et donc, d'où l'importance aussi, à mon avis, de voir prospérer les autres initiatives, à savoir la médiation africaine conduite par le président togolais Faure Gnassingbé, et puis la médiation qatari aussi, qui, on se rappelle, avait permis, pour une première fois en tout cas, de mettre deux présidents autour d'une même table et de discuter de façon sincère. Donc, pour moi, c'est une première étape qui a été conclue au niveau des États-Unis, parce que vous savez, les États-Unis aussi, en ce moment, sont très intéressés pour des raisons économiques à ramener la paix dans plusieurs parties du continent. Et généralement, la paix aussi a sa condition, l'investissement américain aussi a une sorte de contrepartie. C'est quel est l'intérêt des Américains quand
ils imposent la paix dans des endroits du monde. Aujourd'hui, on a un président qui est beaucoup plus un homme d'affaires et quand il est sur un terrain, au-delà des problèmes qu'il règle, c'est qu'il profite aussi pour voir ce que son pays peut gagner quand on sait que cette zone-là est une grande zone de convoitise où toutes les puissances se battent pour tirer un maximum de bénéfices des minéraux qui existent dans cette partie de l'Afrique. Et donc cet accord, à mon avis, a été précipité pour conclure aussi un autre accord sur le minerai avec les États-Unis, mais sur le terrain, je pense qu'il faut aussi régler d'autres détails qui concernent beaucoup plus ces groupes armés qui sont également engagés. Mais je crois que c'est un vrai pas qui a été quand même franchi, un grand pas, et que ce pas sera suivi par d'autres détails que l'Union africaine et les Qatar probablement vont pouvoir apporter comme dernier réglage. Moi, je suis optimiste. Je crois que les deux pays aussi sont optimistes, le Rwanda et la RDC. Maintenant, 3 jours, c'est trop bref pour dire qu'on n'a pas encore d'effet sur le terrain, mais cet accord, quand même, a des faiblesses qu'il faut que les autres médiations arrivent à corriger pour qu'on arrive à une solution beaucoup plus définitive. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Alors, Bosala Yobekou, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé cet accord de paix tant attendu ce vendredi 27 juin, mais déjà le week-end et les combats ont repris sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, les combats n'ont pas cessé. Il y a un accord qui a été signé et dans cet accord, qui n'est pas fait mention comme cela se doit des belligérants sur le terrain, surtout le M23. Donc, certains observateurs aussi croient que c'est une faiblesse pour cet accord-là, le fait de ne pas mentionner la FCM23 a été mentionnée en tant que partie impliquée, en tout cas, dans cet accord et qui est concernée surtout par le processus de Doha. Voilà. Donc, il faudrait que le processus de Doha aussi aboutisse pour voir ce qu'ils décideront dans les discussions entre la RDC et le M23. Bien sûr, mais pour cet accord-là, le M23 ne se sent pas concerné parce que c'est plutôt entre la RDC et le Rwanda. Normalement, c'est entre la RDC et le Rwanda. Et vous savez que le combat dont on fait mention, c'est entre le M23 et les groupes paramilitaires proches du gouvernement. Donc, l'accord qui a été signé, moi je crois que ceux qui ont signé l'accord, la RDC et le Rwanda ont quand même cette volonté-là de respecter cet accord. Et vous avez vu comment le président de la RDC, Tshisekedi, a salué cet accord-là. Et du côté du Rwanda aussi, je crois que c'est la même chose. Mais ce qui est arrivé comme reprise du combat, ou bien je peux dire même que le combat qui se poursuit parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Donc, on ne peut pas dire que cet accord-là est déjà mis en mal, mais je crois qu'il y a quand même des déceptions parce que surtout pour les habitants qui sont en même temps les premières victimes de cette guerre à l'est du Congo et qui étaient vraiment contents quand on a annoncé la signature de cet accord-là et qui croyaient déjà au retrait du M23 et de tout ça, du territoire de l'Est du Congo. Même le président Tshisekedi a salué un accord historique. Il a dit qu'il va permettre de ramener la paix dans l'Est de la RDC. Donc on se disait, bon, c'est fini maintenant les combats. Oui, on se disait c'est fini, mais dans la pratique, c'est 2 jours pour faire respecter l'accord. Je crois que ce n'est pas encore très tard. Mais la déception quand même de ceux qui subissent cette guerre-là est visible parce que la reprise de ces combats-là ont fait plusieurs morts et surtout des déplacements encore des gens qui ont fui le sud Kivu pour éviter et être très loin de ces combats. Donc, je crois que l'accord, il y a espoir que cet accord-là puisse amener la paix. Et au même moment, on se demande comment est-ce que le M23 pourrait quand même
suivre ou accepter et appliquer surtout le cessez-le-feu, arrêter le combat et se retirer peut-être du territoire comme le souhaite la RDC, parce que la RDC, le souhait de la RDC, les exigences, c'est que les forces étrangères, entre guillemets, se retirent de l'Est du Congo, et aussi la population de l'Est du Congo. Et son souhait, c'est de voir le M23 quitter le territoire. Donc avec cet accord, ils étaient vraiment contents, mais la reprise des combats, ou les combats de lundi passé, a quand même jeté un peu de doute au niveau de la population quant à l'application effective de cet accord. Merci beaucoup. Avoubo Soleil Obekou, Louis Kamako, cet accord prévoyait le désengagement du soutien ou bien le retrait de tout ce qui est dispositif sécuritaire du Rwanda sur le sol de la RDC mis en place pour se protéger, la fin aussi du soutien de la RDC au FDLR et le respect de l'intégrité territoriale et du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Cet accord est salué par Kinshasa qui espérait qu'il pourra permettre de ramener la paix dans l'Est de la RDC, sauf que quelques jours après, les combats ont repris dans cette partie du pays. Oui, malheureusement. Et cela nous amène à dire que le président congolais a vite trop crié victoire. Parce que, vous l'avez dit, et puis il n'est pas le seul, parce que cet accord a été salué par d'autres pays, à l'image du Bénin, et d'autres pays, même les États-Unis ont salué un tel accord, mais quelle n'a pas été notre déception de voir qu'à peine signé, aussitôt signé, en fait, aussitôt remis en cause. Et ça a été justement, malheureusement, le problème auquel on est confronté, ou bien auquel les États sont confrontés dans la résolution de cette crise-là. Et cela dénote aujourd'hui, cela soulève en fait les limites des accords interétatiques. Parce que souvent, les accords qu'on a eu à signer, ou bien les accords signés jusque-là, se concentrent souvent sur des relations bilatérales entre la RD Congo et le Rwanda. C'est-à-dire que sans une réelle prise en compte en fait des différents acteurs sur le terrain. Quand on parle de différents acteurs, aujourd'hui on parle de FDR, on parle de M23 et tout ça. Donc c'est eux en réalité qui sont les réels acteurs, les vrais acteurs sur le terrain. Et à chaque fois que les actions sont signées, ils ne sont pas pris en compte. C'est ce qui fait que les combats continuent malheureusement. Et vous allez également vous rendre compte que si vous prenez l'accord en question, cet accord ne prévoit pas un mécanisme contraignant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Il y a un mécanisme conjoint de suivi de la mise en œuvre de cet accord qui comprend les parties prenantes. Oui, mais justement, mais c'est pas aussi contraignant que ça. C'est pour ça que vous allez voir que les accords sont signés, mais vous verrez un mouvement comme le M23 qui va continuer ses offensives, justement, en revendiquant des territoires stratégiques comme Goma. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les accords n'ont jamais été appliqués ou bien n'ont jamais été pris en compte. Et parce que là, cet accord-là, on a parlé d'un effet immédiat. Ça veut dire que le cessez-le-feu doit immédiatement entrer en vigueur. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça veut dire que cette façon de régler la crise-là n'aboutit pas. Et ce qu'il faut dire dans ce cas de figure, c'est qu'on a l'impression que les gens veulent trouver une solution à un problème sans connaître en fait les réelles causes ou bien l'origine réelle de la crise. Parce qu'on a vu un président américain qui est monté au créneau et qui a dit que la crise congolaise sera en fait résolue par un claquement de doigts. Et c'est comme ça que je vois qu'on est en train de forcer les choses. Ce qui a lieu aujourd'hui de faire, ce que pensent beaucoup d'analystes, c'est d'arriver justement à organiser une table ronde. Écouter tous les acteurs d'abord. Parce que cette crise-là a beau durer. Cette crise à la peau dure, ce n'est pas une crise à résoudre en une journée. Donc il va falloir qu'on mette tout le monde autour d'une seule table et on arrive justement à les écouter. Tant que ce n'est pas fait, je crois qu'on ira d'accord en accord et les combats vont malheureusement continuer de plus belle là-bas à Goma. Alors Germain Pouli, faut-il avoir espoir au processus de Doha? Je rappelle que le processus de Doha est celui qui est censé engager les discussions entre
la République démocratique du Congo et les groupes rebelles, notamment le M23, qui est le groupe rebelle central dans cette crise-là. D'un autre côté, il y a la FDLR aussi, que Kigali accuse Kinshasa de soutenir. Mais le processus de Doha n'a pas réellement abouti avant la signature de cet accord sous Washington. Est-ce qu'on peut encore garder l'espoir à ce que le processus de Doha aboutisse? Parce qu'on sait, quand on a signé cet accord sous Washington, Kinshasa s'est réjoui. Quand on suit Félix Tshisekedi, on a l'impression que pour lui, c'est fait et c'est fini, puisque précédemment, il avait dit qu'il n'était pas prêt à négocier avec les rebelles. S'il se réjouit de cet accord signé à Washington et qu'on sait que pour lui, tant que le Rwanda ne s'engage pas, les rebelles ne pourront rien faire, est-ce que ce n'est pas un risque aussi à ce que finalement le processus de Doha n'aboutisse pas et qu'on continue à assister à de telles situations sur le terrain? Voilà, l'avantage de l'accord de Washington, je disais que je savais pas trop son contenu, mais à travers l'ambassade des USA ici au Togo, on a quand même quelques petites informations sur cet accord-là, et donc on a cru comprendre que l'accord met en place un comité de surveillance conjointe. Et au sein de ce comité, il y a 3 grandes entités. Il y a le facilitateur de l'Union africaine, qui est le président togolais. Il y a la médiation qatari, et puis il y a les États-Unis. Donc, je crois que ce comité fusionne un peu toutes les initiatives qui sont en cours actuellement, parce que moi, je n'avais pas ce détail, je viens de l'avoir. Et donc, comme tel, même si le processus de Doha n'a pas abouti totalement, il peut être reversé au sein de ce comité-là, dont les pouvoirs sont assez étendus, qui va travailler à recueillir les plaintes, à faire le suivi donc du respect de l'accord et à proposer un certain nombre de choses. Donc je crois que l'accord de Washington ramène finalement une seule entité qui va suivre le processus de normalisation de la situation à l'est de la RDC. Donc c'est vrai qu'un président comme Tshisekedi, qui ne fait qu'accuser le Rwanda, n'avait aucun intérêt à vouloir signer avec des groupes rebelles, parce que politiquement c'est un peu compliqué pour lui, et il préférait signer avec ce qu'il appelle les parrains donc du M23, et donc pour lui on lui enlève quand même une épine dans le pied, parce qu'il ne voulait pas signer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la réalité aussi, c'est vrai, le Rwanda accuse aussi la RDC de soutenir des groupes qui déstabilisent le Rwanda. La FDLR. Voilà, donc maintenant, si ces 2 pays-là véritablement s'engagent, réciproquement ne pas soutenir les groupes et les rebelles qui dérangent de part et d'autre de leurs frontières, ça pourrait être une avancée, ça va éviter de signer avec le M23. Mais après, la réalité est là, c'est que sans le Rwanda, le M23 ne peut pas avoir tous ces succès qu'ils ont sur le terrain à l'est de la RDC. Et donc, ce comité restreint qui est chargé donc de faire le suivi, donc pourra, à mon avis, harmoniser toutes ces positions-là de ces 3 médiations. Et encore une fois, c'est la célérité américaine qui a fait, et les États-Unis aussi ont les moyens d'imposer cet accord-là. On l'a vu aussi un peu sur le terrain ukrainien, même si avec Poutine c'est pas totalement réglé, mais il a pu quand même peser un certain nombre de choses. Et puis à l'ère de la RDC, ça a été beaucoup plus facile. Il avait mis un délai en place qui a été finalement respecté. Et heureusement, à mon avis, quand même, qu'on a pu introduire ce conseil, ce comité de surveillance conjointe avec le facilitateur de l'Union africaine, le président togolais, avec les Qataris et les États-Unis. Donc, si ce comité-là suit l'exécution de cet accord-là, probablement qu'il travaillera en son sein pour faire en sorte que ce qui a été une grande évolution au Qatar soit pris en compte, ce qui a été aussi une grande résolution ici à Lomé, où plusieurs anciens chefs d'État aussi se sont réunis en conclave ici pour travailler aussi, pour arriver à un accord. Donc l'initiative aussi de l'Union africaine pourra aussi être intégrée pour avoir une solution beaucoup plus juste et acceptable. Maintenant, c'est vrai que ça a été signé il y a 3-4 jours.
Est-ce que sur le terrain, on doit avoir immédiatement les retombées? Non, je ne crois pas. C'est assez court. Et puis ce comité de surveillance conjointe ne s'est pas encore réuni. L'accord prévoit qu'il doit se réunir plus tard dans 45 jours, mais il devrait se réunir immédiatement. Et donc, je crois quand même qu'il faut qu'il se réunisse, qu'il se mette en place effectivement et qu'il commence son travail pour aller voir un peu ce qui se passe actuellement, pourquoi les combats tendent à continuer alors même qu'un accord de paix vient d'être signé à Washington. Alors, Bossola Obekou, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un scénario déjà vu quand on avait eu un premier accord de cessez-le-feu? Ça, ce n'était pas un accord de paix, mais c'était un accord de cessez-le-feu sous l'égide de l'Angola en 2024, en juillet, plus précisément. Le 1er juillet, il y a de cela exactement un an, le cessez-le-feu devait entrer en vigueur, mais bizarrement, les M23, ou du moins les rebelles sur le terrain, ont violé ce cessez-le-feu, estimant qu'ils ne sont pas impliqués directement dans les accords. Et donc cela ne les engageait pas. C'est ça qui a relancé les combats dans l'est de la RDC. Et jusqu'en janvier, avec la prise de certaines villes stratégiques de l'est de la RDC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, est-ce que finalement on n'est pas en train de revivre la même chose où les rebelles disent vous avez signé un accord entre vous, État, mais nous autres on n'est pas concernés. Du moment où il n'y a pas une entente entre la RDC et nous autres, on ne signe pas, on n'arrête pas les combats. Oui, on pourrait être tenté de le croire parce que même les autorités congolaises avaient quand même souligné avant cet accord-là, lorsque il a été annoncé que l'accord devrait avoir lieu vers fin juin. Et je crois, si je me rappelle bien que la ministre des Affaires étrangères de la RDC avait fait une sortie et dans cette sortie-là, elle a parlé du fait que le M23 ne respecte pas souvent ces accords et les accords signés et que la RDC était prête pour signer ces accords. Mais il faut voir du côté des rebelles si cet accord sera respecté. Au fait, moi aussi, je ne comprends pas trop pourquoi l'accord, quand on parle de l'accord, on parle de la RDC et du Rwanda. Au lieu de parler directement des rebelles qui se réclament, qui sont des Congolais et qui se rebellent contre l'autorité. Et s'il faut la paix entre les Congolais, pourquoi les accords ne sont pas signés directement entre les rebelles et les autorités congolaises. C'est ce que fait le Qatar dans sa négociation. Oui, bien sûr. Mais on sait que le président Tshisekedi disait qu'il ne voulait pas signer avec les rebelles. N'est-ce pas là le nœud du problème? Non seulement il ne voulait pas signer, il ne voulait même pas les rencontrer. Voilà, justement. Donc, parce qu'il s'est dit que lui, il a dit tout à l'heure qu'ils sont soutenus par la RDC, par le Rwanda, et que si le Rwanda a la volonté que la guerre cesse à l'est du Congo, il suffit de retirer son soutien au mouvement rebelle. Donc, je crois que c'est dans cette logique-là que se situe la RDC. Mais je crois que quelque part, il faut vraiment que la négociation au niveau du Qatar entre les rebelles et la RDC puisse aussi évoluer et que leur accord ou leur entente soit quand même versée dans cet accord-là signé à Washington. Parce qu'il faut quand même impliquer à un niveau donné les rebelles. Ils sont sur le terrain et je crois qu'à un moment donné, on doit agir pour que ces rebelles qui sont les principaux acteurs et qui occupent le terrain au niveau de l'Est de la RDC et soient aussi acceptent de participer à cet accord et à cet accord de paix. Bon, comme le dit plusieurs observateurs, les États-Unis, l'accord qui a été signé sous l'égide des États-Unis, bon, les États-Unis, c'est comme si les États-Unis qui veulent passer un accord avec la RDC pour l'exploitation de ces minéraux à l'est du pays.
néglige un peu, bon, ça veut dire qu'ils négligent un peu les rebelles, alors que c'est ces rebelles-là qui sont assis présentement sur ces minéraux-là. Donc, vivement bon, que les uns et les autres se ressaisissent. Et bon, c'est pour ça aussi qu'il y a ce comité de suivi. Et un accord est signé, c'est vrai, une chose est de signer un accord, une autre chose c'est de faire le suivi de cet accord. Et je crois que le comité de suivi qui est dans lequel on note la présence du Qatar va encore avoir du travail à faire pour amener tout le monde aux négociations et à s'inscrire sur la voie de la paix pour qu'on puisse avoir vraiment une paix durable à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Bosola Yobekou. Louis Kamako, est-ce que la situation qu'on vit actuellement ne s'explique pas par le fait que, quelque part, le président Tshisekedi, peut-être, aurait eu à l'esprit que signer un accord avec le Rwanda résoudrait le problème, alors que sur le terrain, ce n'est pas le Rwanda directement, même si on soupçonne son soutien pour le M23, mais que c'est le M23 qui mène des actions. Oui, là, vous évoquez là le profond manque de confiance qui existe entre les deux présidents, entre Félix Tshisekedi de la RD Congo et Paul Kagame, en fait, du Rwanda. Et pourtant, les deux ont affiché leur volonté de mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Non, je ne pense pas que les deux ont affiché leur volonté. C'est-à-dire que c'est un simulacre, en fait, d'engagement qu'on a eu à assister juste là. Parce qu'on le disait tout à l'heure, dans la première partie, que ce qui a lieu de faire, c'est d'arriver, en fait, à faire asseoir tous les acteurs, tous les belligérants aujourd'hui. Si on ne le fait pas, et on pense qu'on va justement surfer sur un accord interétatique, je pense que les calculs, ou bien le calcul, il est faussé en fait. Parce que c'est pour ça qu'à chaque fois que l'accord signé, les combats s'intensifient malheureusement sur le terrain. Et d'abord, il faut, ce qu'on demande en fait aux uns les autres de reconnaître aujourd'hui, c'est que d'abord que Paul Kagame arrive en fait à reconnaître le soutien en fait qu'il apporte en fait au M23 sur le terrain, et que pas un sursaut patriotique, Félix Tshisekedi aussi accepte en fait de discuter avec tous les acteurs qui ont justement en jeu dans cette guerre-là. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que c'est une guerre, c'est un conflit qui profite à beaucoup de pays. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette volonté-là des uns les autres, justement, de mettre fin à cette guerre, il n'y en aura pas. Et c'est pour ça, moi, j'aurais souhaité qu'on donne une chance, en fait, à l'initiative de Doha. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour cette initiative? Bien sûr qu'il y a de l'espoir, parce que jusque-là, depuis le déclenchement de cette crise-là, on a au moins noté une certaine impartialité ou bien une certaine neutralité de Doha dans ce dossier. Donc, en fait, Doha ne s'est pas justement impliqué. Doha n'a pas justement de parti prise. Doha s'est montré comme le seul, en fait, ou bien la seule alternative qui jusque-là ne s'est pas intéressée en fait aux ressources minières congolaises. Donc je crois que au prime abord, c'est-à-dire que on peut justement en étant positif, en misant sur le processus de Doha pour la résolution de cette crise-là, parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, quand vous voyez même les États-Unis, quand vous voyez les pays, tous ceux qui ont tenté jusque-là la médiation, les institutions internationales, régionales ou bien sous-régionales et tout cela, n'ont pas su justement démontrer ou bien montrer leur neutralité. Donc c'est ce qui complique en réalité la situation pour les uns les autres. Mais quand on prend par exemple Doha, comme je l'ai dit, Doha s'est montré jusque-là neutre et impartial. Donc avec ça, c'est pour ça qu'on parle d'une initiative, d'un processus fusionné. Parce qu'il faut que Doha prenne en compte les négociations qui ont été déjà entamées. Et parce qu'on sait que Doha seul ne peut justement pas résoudre en fait cette crise-là. Donc c'est pour ça que moi j'aurais souhaité qu'on laisse la main, ou bien qu'on donne la chance en fait à ce processus-là d'aller au bout pour qu'une fois de bon, on parle d'une résolution définitive de la crise Goma. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.